Bonjour à tous, c'est Simon et on va parler des dernières news de ces dernières heures, la plus grosse étant évidemment tout ce qui tourne autour du Snyder Cut de Justice League qui sortira le 18 mars, c'est-à-dire dans quelques heures, mais dont les premières critiques viennent déjà de tomber, les premières critiques, les premières réactions, les premières recensions, les avis à chaud, bref, plein de choses qui nous excitent tous et forcément on va en rendre un petit peu compte avec vous. Hier déjà, on a eu l'occasion de partager donc littéralement ce qui étaient les premiers ressentis qui sont arrivés sur les réseaux sociaux, notamment de la presse anglo-saxonne et américaine en particulier. Alors, vous pouvez aller déjà tout de suite sur écran large pour en avoir une longue liste assez détaillée pour pouvoir vous rendre compte un petit peu. Ce qui est intéressant, c'est que, comme souvent quand il est question de blockbuster, et en particulier de films de super-héros, arrivent tout d'abord des tweets, des avis, voilà, donc en quelques caractères, en quelques phrases, et puis dans les heures qui viennent ou les jours qui suivent, arrivent les critiques à proprement parler de la presse. Là aussi, vous pouvez aller sur écran large, on en a pas mal causé, on a des articles qui sont dédiés à tout ça et qui sont en description de cette vidéo. Alors là, je vais vous partager les dernières qui sont tombées, qui sont plus que des publications qui, on va dire, traitent spécifiquement de super-héros ou vraiment très particulièrement de l'univers des comics en général. Il s'agit de critiques qui viennent plutôt, on va dire, de la presse qui est spécialisée dans l'entertainment américain ou dans le cinéma spécifiquement. Alors, qu'est-ce qu'on peut noter ? On peut noter que ces critiques sont en général plus négatives ou beaucoup plus mitigées que, on va dire, des publications de fans ou de gens qui ne traitent que de la culture super-héroïque. Je vais vous lire quelques critiques parce qu'effectivement on voit... Enfin, il y a plein de choses à en dire justement, je vais vous les commenter après. Alors on va commencer tout de suite avec Entertainment Weekly, qui est assez terrible, qui dit « Pas pire que la version cinéma, mais plus long ». Collider, le Snyder Cut ne justifie jamais son incroyable longueur. IndieWire, le Snyder Cut est un produit dont l'unique but est de s'auto-célébrer. Ouh, ça fait mal. Collider, je n'ai aucune idée de ce que raconte le film ou de quels sont ses thèmes. Les scènes s'enchaînent sans rythme, logique, ni raison. Ça fait toujours plaisir. Hollywood Reporter. Il faut entendre les Amazones crier « Nous n'avons pas peur » pour réaliser combien Chris Terrio doit prendre des cours d'écriture. Time Out. Plus morose, plus violent et fidèle aux comic books. Plus réussi ? Non. Forbes. Le film est si poussif et redondant qu'il en devient comique. Bon, vous l'aurez compris, la critique américaine, ce qu'on va appeler la critique pro, la critique cinéma, est assez dure avec le film de Zack Snyder, voire même parfois franchement cruelle. Là, je vous ai lu seulement des extraits assez brefs, mais il y a quelques critiques qui n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Le Hollywood Reporter est peut-être d'ailleurs un des plus implacables. Qu'est-ce qu'on peut en retirer ? Alors déjà, il y a un truc qui est quand même assez intéressant. Zack Snyder a jamais été vraiment en odeur de sainteté aux États-Unis. C'est, avec Michael Bay d'ailleurs, un des rares metteurs en scène de blockbuster qui, y compris quand il réalise de grands succès, se fait quand même souvent dégauchir par la presse. Ce qui est un phénomène assez rare, parce que le plus souvent, on note quand même que la presse américaine, on va dire, donne une prime au succès. Elle aime soutenir ses auteurs qui fonctionnent et surtout qui fonctionnent à l'international. Il faut voir que c'est pas vraiment le cas de Zack Snyder, qui, à l'exception de son premier long métrage, L'Armée des Morts, a souvent été perçu soit comme un gros bourrin, soit comme un type qui en fait des caisses, quoi, en gros. Enfin, vraiment, il est souvent traité avec une certaine condescendance ou un certain mépris par la critique anglo-saxonne. Néanmoins, à titre personnel, moi, je m'attendais à ce qu'il soit reçu plus positivement, tout simplement parce que... c'est bête à dire, mais il y a eu un narratif plutôt très bien mené par Warner qui, on va dire, a réussi à annoncer, j'ai envie de dire, au bon moment, l'arrivée de Justice League, enfin du Snyder Cut, qui a réussi à vraiment faire monter la pression, à faire plaisir aux fans, vous n'avez qu'à voir sur tous les réseaux sociaux, mais probablement sous les commentaires de cette vidéo, mais aussi sur les commentaires de tous les articles d'écran large, et Dieu sait qu'il y en a, qu'on consacre au Snyder Cut. Vous allez voir, il y a quantité de fans qui sont, à fond, quoi, qui sont ultra galvanisés, et sans doute aussi une partie du grand public qui est très curieuse de ce que c'est que ce film, donc, de ce nouveau film qui dure donc désormais 4 heures. Alors, nous, on l'a vu, la critique est en ligne depuis quelques minutes à l'instant où j'enregistre cette vidéo, et bien sûr la description... Bien sûr, le lien est en description de cette vidéo. N'hésitez donc pas à aller à filer la voir. C'est une critique sans spoiler qui a été rédigée par Geoffrey. On a été deux pour le moment à voir le film, Geoffrey et moi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que comme on n'a pas le même avis, on va bien sûr écrire pas mal là-dessus pour débattre un petit peu, nous, sur le site de ce qu'on pense du film. Mais on va aussi vous faire une belle vidéo, une belle critique à chaud dans laquelle, tout simplement, on débat de notre perception assez différente du long métrage. Donc voilà, on espère que ça va vous plaire, que ça va vous intéresser. Nous, notre idée, c'était justement, on va dire, ni d'embrayer sur le « Ah là là, le film est génial !» ou « Ah là là, le film est affreux !» parce que Snyder est un metteur en scène qui clive beaucoup, et donc du coup on avait envie, on le fait pas souvent pour le coup, mais d'explorer un peu nos deux avis, parce qu'on se disait que voilà, c'est une matière justement suffisamment fissible, clivante, pour qu'on ait envie vraiment de travailler les deux types de réactions différentes qu'on trouve face au film, et puis aussi parce que, et d'ailleurs on va aussi vous mettre le lien en description de cette vidéo, Snyder c'est plutôt un auteur qui nous intéresse, parce qu'on est très nombreux à la rédaction à beaucoup aimer son Watchmen, à beaucoup aimer, je citais L'Armée des Morts
tout à l'heure, mais on est aussi revenu récemment sur Man of Steel et surtout en vidéo sur Batman v Superman, qui est un film qu'on trouve extrêmement intéressant et qui justement avait occasionné de nombreux débats entre Geoffrey et moi. Bref, tout ça pour vous dire qu'on va suivre éminemment la réception du film, son avenir, comment est-ce qu'il est perçu par les gens, perçu par vous, mais aussi par nous, parce que c'est un événement assez unique dans l'histoire du blockbuster américain, mais du cinéma en général. On avait rarement vu aussi vite une version si différente d'un film qui avait coûté si cher et qui avait été un tel bide arriver, alors j'allais dire sur les écrans, oui, sur les écrans, à défaut du grand écran. Donc voilà, vous inquiétez pas, on va traiter ça abondamment, on a très envie, ça nous excite beaucoup. Que dire d'autre? Parce que évidemment, quand il y a comme ça un énorme événement dans la planète cinéma, souvent tout le monde se retire un petit peu pour pas être écrasé par le rouleau compresseur. Alors qu'est-ce qu'on a eu ces dernières heures, ces derniers jours? Eh bien, il y a les nominations des Oscars qui sont tombées. Alors rassurez-vous, je vais pas vous détailler les nominations, ce serait bien trop long, mais on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut en dire, quelles sont les lignes de force qu'on peut sortir de tout ça. Et avant, je vais boire une grande gorgée de café. Bref, les nominations des Oscars. Alors, qu'en retirer? Il y a eu beaucoup de commentaires sur le fait que c'était sans doute, on va dire, le panel le plus varié de nommés, qu'il y avait plus de femmes que d'habitude, plus de représentants des différentes communautés, des différents groupes culturels aux États-Unis. C'est vrai, absolument. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est quand même pas très étonnant, parce que ça fait maintenant plusieurs années que l'Académie des Oscars est en train de modifier, d'élargir, de varier ses votants. Donc, assez logiquement, quand le panel de gens qui votent pour des œuvres est plus diversifié, les œuvres elles aussi le deviennent. Je vous imagine, je vous vois déjà venir avec vos « Ah mon Dieu, les quotas !» Alors sachez que, vous savez, ça a beaucoup discuté il y a quelques mois, quand l'Académie des Oscars avait annoncé qu'elle allait mettre en place éventuellement des systèmes de quotas pour les œuvres qui peuvent justement prétendre aux Oscars. Alors sachez que ces quotas ne sont toujours pas en cours, enfin ils n'ont pas été appliqués, ils s'appliqueront éventuellement, parce que là ils sont à l'étude, en 2024, et qu'ensuite ces quotas sont bien plus complexes qu'ils n'en ont l'air. Il ne s'agit pas juste de dire, là il nous faudrait 2 latinos, 3 noirs, 5 chinois, 7 blancs, que sais-je. Non, il y a aussi, ce sont aussi, voire même surtout, intéressant comme lapsus. Je suis surtout content de vous parler. Non, ils sont surtout des quotas qui vont toucher, on va dire, ce qui se passe derrière la caméra, c'est-à-dire que c'est une question aussi d'encourager les productions à embaucher des équipes beaucoup plus diverses. Donc, c'est un peu plus fin que l'idée de se dire genre « Ah mon Dieu, des vilains quotas !» Autre chose, ce qui est très intéressant, c'est le règne de Netflix sur ces nominations, vu que Netflix a pas moins de 35 nominations. Le record, c'était United Artists en 1941, je crois, avec 45 nominations, mais c'était une époque bien différente, où il y avait quand même moins de studios, enfin moins de structures, bref, pas étonnant que Netflix n'arrive pas à ce record, mais c'est quand même énorme, 35 nominations pour Netflix, 12 pour Amazon. Alors vous allez me dire, évidemment, les cinémas ont été fermés une bonne partie de l'année, le coronavirus a bouleversé complètement l'exploitation du cinoche, donc évidemment il y a des changements, parce qu'on regarde tous des plateformes. C'est vrai. Néanmoins, là aussi, c'est un mouvement qui a une progressivité qu'on observe depuis avant la crise sanitaire. Donc il est intéressant de voir que ça continue, quoi. Et puis surtout, ça signifie que, encore une fois, pour les studios américains, l'idée, pour les majors, l'idée de revendre leur production à des plateformes comme Netflix ou Amazon, ne fait plus un pli. Et c'est pour ça aussi qu'elles ont un line-up, une collection d'œuvres capable de remporter 35 nominations. Il faut également bien voir que ça montre, dans le cas de Netflix, quand même, un certain sens de la stratégie, parce que quels sont les 2 films de Netflix qui ont le plus de nominations? C'est d'un côté Mank, qui en a 10, et Les 7 de Chicago, qui doit en avoir 6, si ma mémoire est bonne. L'un est une production originale Netflix, Mank, réalisé par David Fincher, et l'autre, tout simplement, c'est un achat de Netflix, vu que c'était un film Paramount, si ma mémoire est bonne. Enfin, en tout cas, c'est pas un film qui était destiné à Netflix, il aurait dû sortir en salle. Et donc, ça veut dire que, aussi bien dans ses productions originales que dans ses achats, la plateforme arrive quand même à avoir pas mal de flair. C'est intéressant. Enfin, concernant Mank, le fait que Mank ait 10 nominations, à mon sens, ça témoigne vraiment de la puissance de Netflix aujourd'hui et qu'on ne peut pas seulement accoler à la crise sanitaire. Pourquoi? Mank, c'est un film qui a eu une presse positive, mais pas dithyrambique. On peut pas dire que la presse se soit surexcitée sur Mank, loin de là, et qui n'a pas non plus été un énorme succès pour Netflix. Tout simplement, si ça avait été un énorme succès, comme toujours, la plateforme aurait beaucoup communiqué dessus. Bien sûr, on va dire les cinéphiles et les fans de David Fincher se sont précipités pour le regarder, mais il ne représente pas, on va dire, un bassin de public à ce point gigantesque, on va dire, pour faire exploser les chiffres de la plateforme. Ça veut donc dire que Netflix, en capacité d'influence, de contact des votants, enfin tout simplement de communication et d'image, a la capacité d'imposer comme film le plus nommé
eh ben, un film qui n'est pas forcément perçu, on va dire, qui ne rentre pas dans la grille de lecture classique de la prime au succès des Oscars. Donc je trouve ça extrêmement intéressant. Je pense qu'une autre année, Manque aurait été un film qui aurait été pas mal snobé par les Oscars, mais là, la puissance de feu de Netflix lui permet d'être aussi bien représenté. C'est mine de rien une information et c'est, à mon sens, assez intéressant. Et puis ensuite, pour terminer sur les news, j'avais envie de vous parler des Césars. Moi j'ai été un peu étonné, après les Césars, quand j'ai constaté la levée de boucliers, la quantité de hurlements qu'il y a eu contre la cérémonie. Vous n'avez qu'à voir, Le Point, je crois, a balancé carrément 2 tribunes, une du musicien Benjamin Cyr, une du journaliste Éric Nehoff. Bon, en général, quand vous voulez quelqu'un pour dire des méchancetés à peu près totalement déconnectées de la réalité avec le cinéma français, vous appelez Éric Nehoff. Également, Le Point, qui n'y est pas allé de main morte, enfin non mais... Plein de médias qui y sont allés, puis aussi beaucoup de gens, de citoyens sur les réseaux sociaux. Alors moi, ça m'étonne un peu, non pas parce que la cérémonie était bonne, c'était comme d'habitude, c'était affreux, mais je veux dire, enfin, on le sait tous. Pourquoi se plaindre? C'était comme d'hab. C'est affreux, les Césars. Les Césars, c'est la kermesse de la bourgeoisie culturelle française qui fait sa grande fête à la saucisse. En général, c'est bien pensant, scolaire, ça se croit provocateur parce que ça pète dans un micro. Enfin, je veux dire, détendez-vous, les gars, c'était ni pire ni mieux que d'habitude. C'est bon, et en plus de ça, ça arrive à la fin d'une année qui a quand même été d'une violence terrible pour le cinéma en général et puis pour le cinéma français bien comme il faut. Donc je veux dire, c'est pas très étonnant que ça ait été un gros bazar et que ça n'ait pas été génial. Donc voilà, j'ai envie de dire, foutons un peu la paix au César. J'imagine que ça n'a pas été évident. Pas été évident d'organiser, de faire une cérémonie cette année. Je terminerai quand même en disant que moi j'ai trouvé qu'il y avait quelques trucs intéressants dans cette cérémonie. Bon, déjà, Emmanuel Mouret n'a pas raflé beaucoup de César, j'en suis ravi. Mais non, surtout plus sérieusement. Je note que moi j'ai trouvé pas mal du tout le discours, certes très politique, mais plutôt bien fait, de Jean-Pascal Zadi, que plein de gens lui ont reproché. On a évidemment le droit d'être en total désaccord avec ce qu'il dit, c'est bien légitime. Néanmoins, j'ai trouvé que son discours était prononcé en des termes plutôt mesurés, plutôt fins et avec une autodérision assez bienvenue. Donc ça m'a plutôt plu, au moins sur la forme, et pas seulement sur la forme en ce qui me concerne. J'ai trouvé que le discours de Samy Bouajila était empreint de beaucoup d'émotion et beaucoup de dignité. Bah, mine de rien, je veux dire, quand nos loulous du cinéma français viennent chercher des Césars, ils ne sont pas toujours empreints de dignité et d'émotion, donc c'était plutôt un très joli moment. Et enfin, les Césars ont sacré Laure Calamy meilleure comédienne, donc on va quand même pas se plaindre, parce que c'est quand même une comédienne géniale, ce que je vous dis, comme vous le remarquez, est d'une objectivité absolue. Je suis donc très heureux qu'elle ait eu le César de la meilleure actrice, c'est amplement mérité. Et puis enfin, on va quand même pas faire la gueule quand on donne meilleur film et meilleure réalisation à Albert Dupontel, qui est un des réalisateurs français les plus intéressants en activité. Donc voilà, c'était comme d'habitude une cérémonie qui était à peu près aussi drôle qu'une fracture du corps caverneux, qui était à peu près aussi subtile qu'une gastro-entérite, mais on a l'habitude, c'est comme ça tous les ans, je vois rien de bien pire que d'habitude, donc voilà, foutons-leur un peu la paix, et j'ai envie de dire, quand on est ministre de la Culture, qu'on s'appelle Roselyne Bachelot, et qu'on participe à la funeste situation qui est celle du cinéma français actuellement, ce n'est peut-être pas ce qu'il y a de plus fin à faire que de venir lui taper dessus dans une radio privée quelques matins plus tard. Enfin, les recommandations d'écran large pour ce début de semaine. Eh bien, tout simplement, il se trouve que Petite Fille, le brillant documentaire de Sébastien Lifshitz, qui a fait les beaux jours d'Arte TV, où il a été un succès énorme, vient de débarquer sur Netflix. On a donc remis en avant la critique du film, qui a été écrite par notre bon Antoine. Eh bien, elle est en ligne, elle est dans la description de cet article. N'hésitez pas à la lire, c'est un documentaire magnifique, un documentaire extrêmement impressionnant de justesse sur l'histoire d'un petit garçon qui en fait est une petite fille et sur le quotidien de ses parents, notamment de sa maman, pour essayer tout simplement de le soutenir et de l'accompagner. Et j'ai envie de vous le recommander précisément si ce sont des questions et des sujets qui vous laissent sceptiques ou qui vous mettent un peu mal à l'aise ou que vous ne connaissez pas, voire qui vous révoltent, parce que c'est pas tant un film militant qu'un film extrêmement humain et un film d'une précision, d'une acuité et d'une tendresse assez remarquable et assez rare. Donc j'ai envie de vous dire, je vous le recommande précisément si vous pensez que ça va vous agacer. Vous êtes peut-être sur le point d'avoir une très belle surprise. On a aussi publié une critique de mon Dieu, comment c'est-il que ça s'appelle? La troisième, je viens de dire comment c'est-il que ça s'appelle? Oui, j'ai grandi entre l'Auvergne et la Bourgogne. Ça s'appelle American Gods, la saison 3 qui se termine. Tout simplement, on avait un peu envie d'en causer parce qu'on est des amoureux du roman de Neil Gaiman. Tout simplement parce que la première saison nous avait extrêmement impressionné, qu'on avait été plutôt surpris par la deuxième qui a été produite dans des conditions assez chaotiques, il faut le dire, et qui néanmoins se tenait pas mal. Alors cette troisième saison est assez décevante, néanmoins, comme on le dit dans la critique qui est en description de cette vidéo, eh bien elle contient quand même quelques bons éléments et elle pourra, on va dire, faire quand même patienter en attendant une hypothétique saison 4 les fans de la première heure. Et puis enfin,
évidemment, il y a la critique du Snyder Cut, écrite par Geoffrey, qui est en ligne, qui est sur le site, qui est en description de cet article. On vous recommande d'aller la lire, d'autant plus qu'elle est sans spoiler, et que, eh bien, comme ça vous pourrez découvrir ce que Geoffrey a pensé du film avant que nous ne vous balancions notre belle vidéo de débat. Voilà, j'espère que ces news vous ont intéressé, qu'elles vous ont plu, qu'elles vous ont donné envie de vous abonner, de vous réabonner, de nous lâcher un pouce bleu, de lâcher un commentaire, de nous dire plein de belles choses. N'hésitez pas, évidemment, à insulter ma maman, parce que moi, tout à l'heure, je m'occupe de la vôtre. Stop!